Bonjour. Bonjour à tous. Merci de venir à cette conférence sur l'IA et l'esprit critique. Et donc, on va voir ensemble comment mieux décider à l'ère du numérique. Tout d'abord, on se présente. Bonjour, c'est Audrey. Je suis Audrey Fauconnier, je suis UX designer senior depuis 4 ans et demi chez Nexton Consulting, actuellement en mission chez Disneyland Paris. Et je me suis beaucoup intéressée à toutes les questions de psychologie cognitive, d'empathie, d'esprit critique de par mon métier. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager notre expérience sur l'IA et l'esprit critique. Et donc, je suis Lucie Courtois, chargée de développement RH à Nexton. Et pour moi, c'était important de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que l'intelligence artificielle, on en entend de plus en plus parler. On l'a vu beaucoup passer aujourd'hui. Et je pense que ça reste important quand même d'en avoir un usage critique. Au sommaire, dans cette présentation, tout d'abord, on va avoir une introduction, voir ensuite ce qui se passe derrière le miroir de l'IA générative, continuer avec en quoi l'esprit critique reste une compétence essentielle aujourd'hui face à l'IA. On continuera avec un exercice que vous pourrez réaliser et on finira par vous donner des astuces sur comment continuer de développer son esprit critique et sa créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je vous demande d'imaginer une journée où toutes vos décisions, que ce soit du réveil le matin, à votre trajet, jusqu'à votre stratégie professionnelle et jusqu'à votre coucher, tout ça est géré par une intelligence artificielle. Donc, par exemple, ce matin, votre téléphone va vous conseiller une heure optimale pour vous réveiller. Ensuite, votre GPS va vous conseiller un trajet plus rapide pour vous rendre à votre travail. Ensuite, ce sera ChatGPT qui va vous conseiller une stratégie marketing ou un choix de carrière. Et ce soir, les algorithmes de Netflix, par exemple, vous conseillent une série ou un film à regarder ou plutôt un article à lire. L'intelligence artificielle, pour Parlement européen, ça désigne toute machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Pour Kate Crawford, dans le contre-atlas de l'intelligence artificielle, il s'agit plutôt d'un terme marketing qui définit les systèmes d'apprentissage automatisés. Mais alors, à la vue de tout ça, on peut se poser la question, est-ce que l'IA, elle peut vraiment prendre de meilleures décisions que nous ? Et c'est vraiment cette question qui va nous guider durant les 40 prochaines minutes. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'intelligence artificielle générative. C'est un type d'intelligence artificielle qui peut générer tout type de format, que ce soit du texte. Donc, par exemple, ça peut très bien vous formuler toute une stratégie marketing, un poème comme ici. Ça peut aussi vous générer une recette de crêpes, peu importe. Vous connaissez par exemple ChatGPT, Gemini, Copilot qui fait ce genre de choses. Il y a aussi des IA génératives d'images. Donc, on connaît DALL-E ou Midjourney, qui peuvent vous générer des images réalistes, comme celle-ci, d'un astronaute qui boit un café sur Mars, ou encore d'un café qui mange un Mars sur un astronaute. Ensuite, on a aussi des intelligences artificielles génératives de musique. Donc, vous connaissez peut-être Suno. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette chanson qu'on croit vraiment chantée par Angèle, mais qui en réalité a complètement été générée par intelligence artificielle. Je vous mets un extrait. Du ice et de l'or, comme près du corps, l'argent de la mort, j'aime la qui sort au volant du Cayenne, une plante à marseillaine, je crois que c'est un malien, mais j'en veux encore de la... Donc voilà, cette chanson a été complètement générée par intelligence artificielle. Et fun fact, Angèle a fini par le reprendre en concert face au succès qu'a eu cette chanson. Et enfin, dans le monde du développement, l'IA générative, elle peut aussi générer du code, comme par exemple GitHub Copilot ou Cursor. Donc, c'est vrai que ça a l'air fascinant, c'est rapide, ça a de vrais avantages, tels que la vitesse, les capacités, le fait que ça nous donne des réponses vraiment presque instantanées. Mais il y a quand même des limites, et il faut en être conscient. En fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle est ni intelligente ni neutre. C'est juste un modèle statistique qui vient prédire, pour les IA textuelles, qui vient prédire un mot dans la suite d'une phrase, le mot le plus cohérent. Par exemple, si je vous dis la phrase « le ciel est », le mot le plus cohérent qui va passer derrière, ce sera « bleu ». Et bien dans ce cas, c'est comme ça que fonctionnent les IA génératives, mais à grande échelle.
En fait, les IA, elles n'ont pas une réelle compréhension du monde, de tous les phénomènes qui se passent, les phénomènes humains. C'est vraiment le reflet des enjeux, des objectifs et de tous les biais de ceux qui conçoivent les intelligences artificielles et toutes les données sur lesquelles repose l'IA. Et parmi les deux grandes limites, on retrouve les hallucinations. Donc les hallucinations, c'est lorsque l'intelligence artificielle, elle va inventer des informations, mais par contre va les présenter avec assurance. Il y a un exemple connu, par exemple, de l'affaire de Mata versus Avianca Airlines en 2023, où un avocat a préparé sa défense avec ChatGPT, et ChatGPT a inventé des lois et des jurisprudences complètement fausses. Et évidemment, l'avocat a été sanctionné à la suite de ça. Il y a aussi les biais, puisque l'intelligence artificielle se repose sur des données qui sont humaines, donc avec des biais humains, et l'intelligence artificielle vient reproduire ces biais-là. Si vous prenez l'exemple de Midjourney, quand vous cherchez l'image d'un PDG, en tapant PDG sur Midjourney, vous allez avoir à 90% des images d'hommes, hommes blancs en costard, qui vont sortir. Pareil pour le mot secrétaire, vous allez avoir en grande majorité des images de femmes en tailleur pour ce type d'image. Et donc, ça montre bien qu'elle va reproduire tous les stéréotypes qu'on a en tant qu'humain. Après, ces biais dont je vous ai parlé, on les connaît, on en a finalement un peu conscience, on en entend parler. Mais en fait, face à des réponses qui sont polies, qui sont fluides et surtout qui sont convaincantes, on baisse la garde, on fait finalement confiance à l'IA. C'est ce qu'on appelle l'illusion émotionnelle. On vient attribuer des intentions, des émotions et même parfois une personnalité à finalement un modèle statistique. Il y a aussi le fait qu'on va plutôt se focaliser sur des scénarios dystopiques, comme par exemple ce qu'on peut voir sur Netflix, dans Cassandra, ou dans Black Mirror, ou dans les films comme iRobot ou 2001, l'Odyssée de l'espace. On vient vraiment se concentrer sur ces scénarios-là qui nous font peur, finalement, qui sont un peu catastrophes. Pour autant, il y a un vrai danger qui existe aujourd'hui, ce sont ces biais, ces hallucinations et le manque de transparence face à l'IA, mais on se focalise tellement sur les scénarios dystopiques qu'on en oublie le vrai danger. Et enfin, il y a aussi le fait qu'il y a cette illusion de compétence et d'intelligence, puisque déjà on l'appelle intelligence artificielle, alors que je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas intelligente en réalité. Et il y a des études qui ont montré qu'on avait plus tendance à faire confiance aux machines qu'en nous-mêmes, notamment l'étude du MIT Media Lab, qui montrait que des participants ont tendance à faire plus confiance aux machines, même lorsqu'elles ont tort, et qu'ils le savent, plutôt qu'en eux-mêmes. Pour autant, aujourd'hui, c'est toujours pas l'intelligence artificielle qui pense, c'est pas elle qui décide. Le pouvoir, il reste entre nos mains. Par contre, le pouvoir, il va aussi se trouver dans tout ce qu'on accepte de lui déléguer. Donc c'est en ça qu'il faut agir. Après, on peut se dire, c'est pas grave, on le sait, de toute façon, tout le monde l'utilise, il faut quand même que je l'utilise le plus rapidement possible. Pour autant, il y a quand même des conséquences à ne pas agir. Déjà, des décisions biaisées. Imaginez que je reprenne l'exemple que je vous ai donné en introduction de votre journée qui est complètement guidée par l'intelligence artificielle. Si toutes les décisions que l'IA prend, toutes ces décisions sont biaisées, ça peut avoir de vraies conséquences sur votre journée et puis à plus long terme, de décisions sur votre quotidien en fait finalement. Ça peut aussi avoir des conséquences professionnelles. Imaginez que vous basez tout votre recrutement, toute votre stratégie marketing là-dessus. Finalement, vous aurez des travaux qui sont biaisés ou pas. Je vais vous parler aussi d'un exemple, je pense, qui va vous parler. C'est celui de LinkedIn. Il y a une vraie standardisation des profils aujourd'hui. On a l'impression que tous les profils sont générés par une intelligence artificielle. Il y a une vraie perte de notre valeur unique. Et ça c'est une vraie conséquence si on continue si tout le monde utilise l'intelligence artificielle de la même manière sans garder sa pensée critique et remettre en question ce qui peut être fait. Il y a aussi la perte d'intelligence collective, puisque comme je vous le disais, on a plus tendance à faire confiance aux machines qu'en nous-mêmes. Et du coup, donc on va plutôt avoir tendance à se reposer sur des IA, par exemple, pour répondre à des questions de termes juridiques. Si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec Mata versus Avianca Airlines, on vient poser des questions en fait, d'ordre expert à l'intelligence artificielle plutôt que de s'adresser aux vrais experts, et ça peut avoir de vraies conséquences.
Et enfin, une conséquence vraiment importante, et ça, on n'en a pas encore tous conscience, il y a de vrais enjeux juridiques par rapport à l'utilisation de l'IA. Aussi bien en termes de propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous générez un logo pour votre entreprise avec l'intelligence artificielle, ce logo, il ne vous appartient pas du tout. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça pour votre entreprise. Il appartient vraiment à l'hébergeur, au développeur de l'IA. Et il y a aussi des questions en termes de responsabilité. Aujourd'hui, qui est responsable si une IA générative va générer quelque chose qui viole les propriétés intellectuelles de quelqu'un? En fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse à ces questions parce que c'est vraiment très récent. Il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a l'Union européenne qui a lancé l'AI Act, donc le premier règlement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au monde, qui est entré en vigueur au 1er février et qui impose quand même des choses en termes de transparence par rapport à l'utilisation de l'IA. Par exemple, si vous créez un site et le code est complètement généré par une IA, vous êtes obligé de mentionner que le code a été généré par une intelligence artificielle. Pareil, si en entretien, par exemple en test utilisateur, vous utilisez une intelligence artificielle pour retranscrire l'échange, prendre des notes, vous êtes obligé de mentionner à l'interlocuteur que vous utilisez l'intelligence artificielle. Et ça, pour autant, on n'est pas encore tous très au courant parce que c'est vraiment très récent et il faut quand même en avoir conscience. Donc Lucie vient nous dire on a tendance à s'endormir face aux IA et aux réponses qu'elles nous fournissent. Donc il est temps de réveiller notre esprit critique. D'autant plus que l'ironie du sort, c'est qu'il y a une étude qui est sortie récemment, une étude conduite par Microsoft et une université américaine. Une étude très sérieuse menée auprès d'un panel de 319 personnes dans différents pays du monde, qui a démontré que plus on a tendance à utiliser les IA et plus on va baisser la garde, moins on va faire preuve d'esprit critique et moins on va utiliser nos capacités d'analyse. Donc finalement, comme disait Lucie, il y a des biais, on a tendance à les oublier. Il y a à la fois des biais dans la manière dont l'IA fonctionne, parce que l'IA, comment elle fonctionne, elle se base sur des données d'apprentissage, et ces jeux de données, finalement, sont juste le miroir des stéréotypes de la société. Elles ne sont pas toujours représentatives de toutes les populations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés par les IA. Il y a aussi les algorithmes. N'oublions pas que c'est nous qui sommes à la base des algorithmes qui servent à l'IA. Il peut y avoir des biais de surapprentissage ou de sous-apprentissage de l'IA. Donc ça, c'est des biais propres à l'IA. Et tout à l'heure, Lucie vous montrera comment on peut contrer ces biais dans la manière dont on utilise les IA génératives. Elle vous donnera quelques solutions précises. Et enfin, il y a aussi nos biais à nous, qu'on a tendance à oublier. On peut induire des biais dans la manière dont on formule les prompts, mais aussi il y a des biais qu'on appelle les biais cognitifs. On fait pas mal de raccourcis souvent dans notre manière de raisonner. Et finalement, il ne faut pas oublier qu'on est tous sujets à des biais. Il faut réveiller notre esprit critique. Je ne sais pas si vous connaissez Gérald Bronner. C'est un sociologue qui s'est beaucoup intéressé à la nécessité vraiment d'apprendre l'esprit critique, parce que c'est une compétence en fait, l'esprit critique, ça s'apprend, c'est pas quelque chose d'inné. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur le fait de faire preuve d'esprit critique dans notre société actuelle avec l'émergence des réseaux sociaux et de la société de désinformation. Il a donné un cycle de conférences à la Sorbonne. Je vous invite à les regarder, c'est très intéressant si vous vous intéressez au sujet de l'esprit critique. Elles sont librement disponibles. Et donc pour lui, l'esprit critique, c'est quoi ? Finalement, c'est une prise de recul par rapport à notre propre pensée. C'est apprendre à penser sa propre pensée. C'est suspendre son jugement, se méfier de ses propres intuitions. En fait, d'où est-ce que ça vient le mot critique ? Ça vient du grec ancien. C'est juger, c'est l'art de juger. Ça a donné aussi l'expression passer au crible. Le crible, c'est quoi ? C'est le tamis. Et donc je reste un petit peu dans l'Antiquité pour vous raconter une petite histoire véhiculée par... Socrate disait à tous ses interlocuteurs, il disait « Avant de venir me raconter quelque chose, demande-toi si cela peut passer à travers 3 tamis. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est utile ? Et si ça ne passe pas à travers ces tamis-là, c'est pas la peine de venir m'en parler. C'est pas utile. » Et donc, l'esprit critique, Gérald Bronner nous met aussi en garde contre le fait que plus on a un haut niveau de diplôme,
plus on a tendance à faire vraiment confiance à notre jugement, et finalement, on va baisser notre garde, on va faire moins appel à notre esprit critique, on va un peu oublier qu'on est aussi sujet à des biais et à des raccourcis mentaux. Et notre cerveau aussi, en fait, il est un petit peu flemmard, et il peut nous induire en erreur de temps en temps. Je vais vous montrer quelques exemples qui sont issus d'une des conférences de Gérald Brenner. Et vous allez voir qu'en fait, on est tous un peu victimes de nos raccourcis mentaux. Première image. Voilà. Donc ça, c'est une image qui va aussi parler aux designers. Sur le sens de lecture, là, notre cerveau reconstruit complètement un sens de lecture. Vous avez celle-ci aussi qui est pas mal en termes de sens de lecture. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Thatcher. Bon, bah là, on voit des visages de gens heureux d'assister à cette conférence sur l'IA et l'esprit critique. Mais en fait, je ne suis pas si sûre. Je pense qu'ils sont assez édifiés par rapport à ce qu'on est en train de leur raconter sur le fait de devoir faire preuve d'esprit critique face aux IA. Donc en fait, là, ce que ça démontre, c'est que notre cerveau a des difficultés à interpréter les expressions des visages lorsqu'ils sont à l'envers. Voilà, donc en fait, ça vous démontre que on est tous sujets à des biais. Et ce que je viens de vous montrer, c'en est la démonstration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise tous ce qu'on appelle des heuristiques. En fait, les heuristiques, c'est des raccourcis mentaux qui sont très pratiques parce que ça nous permet de prendre des décisions rapidement et surtout d'apprendre pas mal de choses parce qu'on ne peut pas avoir une connaissance complète et totale de tous les sujets, évidemment, auxquels on est confronté. C'est aussi un mot qui vient du grec heuristique, ça vient de eurisko, découvrir. C'est le même verbe que eureka, que vous connaissez, eureka, j'ai trouvé, j'ai découvert. Donc c'est hyper pratique les heuristiques, mais bon, c'est toute une série aussi de raccourcis mentaux qui peuvent parfois nous induire en erreur. Il faut en être conscient. Je vais vous citer ici quelques biais cognitifs. Il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment les biais, je pense, les plus importants à avoir en tête quand on utilise l'IA. Vous avez le biais d'optimisme. Ça, typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on est diplômé, plus on a tendance à faire confiance en notre propre jugement. De manière globale, en fait, on va toujours avoir un biais d'optimisme et se penser un petit peu au-dessus de la moyenne, se penser un petit peu meilleur que les autres. Et donc, il faut se méfier de cette confiance excessive qu'on peut avoir en notre propre opinion. On a aussi le biais de confirmation. Le biais de confirmation, je vous disais, le cerveau, il est un petit peu flemmard de temps en temps. C'est plus facile pour lui d'aller retenir les informations qui vont dans le sens de ce que j'ai envie de croire, de ce que je sais déjà, de mes opinions. Et donc, je vais avoir tendance à surestimer toutes les informations qui vont dans mon sens et à sous-estimer toutes les informations qui viennent contredire mon avis ou mon opinion. Et ça touche aussi beaucoup à l'ego. C'est aussi à mettre en rapport avec ce qu'on appelle les croyances motivationnelles. C'est ce que j'ai envie de croire, ça touche à ma personnalité, j'ai envie de défendre ces opinions-là. Et donc, méfions-nous de ce désir de croire et de ce biais de confirmation. On a également ensuite un autre biais qui s'appelle l'effet de halo. Là, c'est l'effet finalement de la première impression. Vous allez rencontrer quelqu'un, la première impression que vous allez avoir sur cette personne, vous allez en tirer un portrait global de la personne. Vous allez la juger au lieu d'apprendre à la connaître davantage pour vous faire une idée plus précise. Voilà quelques biais cognitifs. Bon, heureusement, il y a des solutions pour combattre ces biais. Il y a l'auto-observation. L'auto-observation, finalement, c'est une prise de recul par rapport à moi-même, par rapport à ce que je pense. Ah, vous m'entendez toujours ? Oui. L'auto-observation, donc je vais prendre un pas de recul par rapport à ce que je sais, à ce que j'ai envie de croire, aux opinions que j'ai envie de défendre. Et je vais aussi essayer d'aller diversifier mes sources d'informations. Un exercice, par exemple, que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours pour aiguiser votre esprit critique, c'est d'aller, par exemple, lire des articles sur des journaux dont vous savez que, justement, ils ne partagent pas du tout votre opinion politique ou vos autres avis en général. Ça va être une bonne méthode. Et diversifier ces sources d'informations, ça peut être aussi aller utiliser différentes IA, comparer les réponses de ces IA entre elles. Ensuite, il y a la méthode scientifique. On ne va pas se transformer en scientifique. L'idée, c'est juste de dire, OK, d'un côté, il y a les faits, et de l'autre, il y a ce que je pense, il y a mes opinions. Je vais peut-être essayer de faire davantage attention aux faits
et récolter des données sur quelles sont les preuves en fait, qui peuvent m'amener à penser telle ou telle chose et à juger de ce que l'IA me dit. Vous avez aussi l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est simplement aussi avoir un peu une ouverture d'esprit et sortir du ressenti de l'ego, de ce que j'ai envie de croire, de penser, et essayer d'aller comprendre une opinion adverse, un avis adverse. Par exemple, si demain je croise quelqu'un qui a une opinion complètement différente de la mienne, au lieu d'essayer de contrer tout de suite ses arguments, je vais prendre un petit temps de recul pour l'écouter et essayer de comprendre son avis. Donc, une fois que j'ai aiguisé mon esprit critique, en fait, je peux aussi me demander finalement comment elles fonctionnent ces IA. Enfin, moi, c'est la question que je me suis posée. Du coup, j'ai lu un livre qui est très intéressant qui s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle par Kate Crawford, où elle donne pas mal d'exemples. En fait, elle nous dit attention, l'IA, en fait, comment elle fonctionne. Le monde, tout le monde qui nous entoure, elle le transforme sous forme de données. Elle va classer, elle va étiqueter. Et finalement, classer, étiqueter, est-ce que c'est pas déjà interprété ? Et en fait, oui, on peut le voir à travers quelques exemples. Par exemple, en 2018, Amazon a essayé d'utiliser l'IA pour faire un système de recommandation de CV. Sauf qu'ils ont vite arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que les CV des femmes en particulier étaient beaucoup déclassés. Et c'était plutôt finalement un outil de diagnostic des problématiques de recrutement qu'il y avait chez eux. Donc ils ont arrêté, ça véhiculait plutôt les clichés, les stéréotypes qui étaient déjà en place dans leur politique de recrutement. Ensuite, vous avez un projet, vous en avez peut-être entendu parler, c'était il y a quelques années, c'était ImageNet Roulette. C'est une application qui a été mise en place par Kate Crawford et un artiste qui visait à démontrer les stéréotypes et les limites de ImageNet. ImageNet, c'est une IA qui en fait a posé des étiquettes sur tout, en fait, les objets, les personnes. Et donc, avec ImageNet Roulette, vous pouviez soumettre votre photo et voir quelle était l'étiquette que vous apposait l'IA. Et ça a mis en évidence vraiment pas mal de biais et pas mal de stéréotypes. Et plus récemment, vous avez une étude de l'American Sociological Association. Ils ont pris des photos de personnalités du Congrès américain et les ont soumises à l'IA de Google Cloud Vision. Et se sont rendu compte que en fait, les portraits de femmes recevaient 3 fois plus d'étiquettes sur leur physique que les hommes. Donc une fois que j'ai ça en tête, je me dis, ok, l'IA c'est super, c'est un super outil, mais en fait finalement, c'est le reflet de notre société. Et Kate Crawford nous dit, finalement, il faut peut-être plutôt le voir comme un atlas. Un atlas, c'est quoi ? C'est une représentation du monde par l'être humain. Je vous ai mis une illustration ici du monde tel qu'on l'imaginait en 1584. Donc en fait, l'IA, elle est quand même limitée par notre propre connaissance du monde à l'heure actuelle. C'est aussi une représentation qui est influencée par nos connaissances scientifiques, par les enjeux politiques, aussi par des enjeux de pouvoir parfois, et par la manière dont nous interprétons le monde. Mais une fois que j'ai ça en tête, l'IA, je peux vraiment m'en servir comme d'un super assistant. Je connais ses limites, et finalement, l'esprit critique, ça va me permettre de mieux me servir de l'IA. Par exemple, si je suis designer, moi je suis UX designer, ça tombe bien. Si demain j'ai envie d'utiliser une IA pour m'aider à créer des personas, je pense que ça va me faire gagner du temps. Mais par contre, je vais vraiment poser la question de savoir s'il n'y a pas des stéréotypes ou des discriminations qui sont induites par l'IA. Et du coup, je sais que moi, en tant que designer, je vais quand même être la seule à pouvoir faire preuve d'empathie, je vais être vraiment capable de saisir toutes les nuances psychologiques, comportementales de mes utilisateurs. Et du coup, je vais peut-être utiliser une IA, oui, mais je vais peut-être aussi aller compléter par d'autres démarches par ailleurs, comme par exemple des interviews utilisateurs. Ou bien en marketing, les IA sont beaucoup utilisées aujourd'hui pour faire de la segmentation consommateur ou pour générer des stratégies de prix. Or, on sait déjà que l'IA, aujourd'hui, elle risque de favoriser certains groupes démographiques au détriment que d'autres. Donc, les marques qui utilisent ces IA doivent particulièrement veiller à ce que l'ensemble des consommateurs de leur marque soient bien représentés, de manière à ne pas délaisser certains segments de consommateurs. D'autant que les stratégies de prix peuvent parfois délaisser complètement certains groupes de consommateurs. On peut aussi se poser la question, finalement, quels seraient les impacts envers la confiance de mes utilisateurs s'ils apprennent que
j'utilise de l'IA pour générer des stratégies de prix. Donc super outil, mais ça a quand même ses limites, il faut juste les avoir en tête. Et un dernier cas métier qui va parler à mes collègues, l'UX Writing, c'est beaucoup utilisé, c'est un super outil aussi, l'IA, dans l'UX Writing, dans le content design. Mais ça a aussi ses limites, il faut les avoir en tête. Il y a une étude de la Cornell University qui a comparé des réponses données par des humains versus les réponses données par ChatGPT. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont mis en évidence que l'être humain a toujours un langage beaucoup plus riche. Et ChatGPT, il a toujours un lexique beaucoup plus restreint que les humains. Donc finalement, est-ce qu'on ne va pas vers un appauvrissement du langage? Est-ce qu'on ne risque pas une perte d'authenticité si on se contente de prendre pour acquis toutes les propositions des IA génératives? Probablement que oui. Et Lucie disait tout à l'heure que les IA sont juste des outils probabilistes, ils ne comprennent pas le langage. Ils vont générer la suite de la phrase qui est la plus probable possible. Du coup, si je veux créer des métaphores, des comparaisons, là, je vais citer Éluard, « La terre est bleue comme une orange ». On connaît cette citation issue d'un poème, mais une IA, elle n'aurait sans doute jamais eu l'idée de sortir cette association de mots. Et du coup, voilà, l'IA, c'est un super assistant pour optimiser le contenu, le challenger, faire des jeux de ping-pong avec lui. Mais du coup, il faut savoir bien s'en servir et faire preuve d'esprit critique. Et du coup, je vous pose la question à vous. Est-ce que dans vos métiers respectifs, vous avez vécu des expériences similaires avec l'IA où vous vous êtes dit, tiens, là, attention, il y a peut-être quelques limites. Et du coup, quand vous vous êtes rendu compte de ça, vous avez pu mieux l'utiliser. Je vous pose la question parmi vous. Non? Oui? Ouais, puis après. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, c'est bon, ça marche. Oui, les hallucinations, comme vous l'avez très bien expliqué. En l'occurrence, moi, c'était dans le cadre d'analyse statistique. Et la méthodologie que j'applique, c'est toujours demander à l'IA des choses que je sais déjà, en fait. Donc là, en l'occurrence, je savais quelle méthode statistique devait être appliquée. J'avais une petite idée des résultats sans avoir poussé l'analyse. Et sauf que l'IA m'a sorti une autre méthode. Et quand je l'ai questionné sur ça en lui disant moi j'aurais plutôt fait de cette autre manière, elle m'a dit ah bah oui, t'as raison. Donc voilà, moi le conseil que je vais appliquer à moi-même, c'est toujours demander quelque chose que je sais déjà plus ou moins. Ça évite d'avoir ce genre d'erreur parce que on se retrouvera dans le cas de l'avocat en l'occurrence. Voilà. Merci. Et Johan, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, tu parlais de l'UX Writing tout à l'heure. Oui. Il marche le micro? Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu ce matin avec Bastien, c'est que les IA donnent des réponses assez génériques et du coup, il faut trouver le moyen, des outils, etc., de les cadrer pour qu'elles donnent des réponses beaucoup plus spécifiques à ce qu'on attend. Par contre, sur la terre est bleue comme une orange, est-ce que l'IA pourrait le sortir? Peut-être qu'avec des prompts, un poète qui fait des prompts pourrait peut-être challenger aussi une phrase. Faut voir, parce qu'il y a quelque chose de. On arrive à tirer des choses poétiques de l'IA parfois. Par contre, du coup, on pourrait se poser la question de la propriété intellectuelle dont parlait Lucie. Du coup, qui serait l'auteur de la citation? Est-ce que ce serait le poète qui aurait prompté avec son intellect de poète, ou est-ce que ce serait l'IA? Légalement, je ne sais pas, mais on peut se poser la question. Si c'est la personne qui a prompté a aussi quelque chose à voir dans la génération de texte. Après, légalement, apparemment, non. Mais j'ai l'impression qu'on va vers des métiers qui sont de plus en plus, en tout cas dans le digital, dans la tech, où on va demander de plus en plus de skills par rapport à l'IA, etc. Donc ces formes-là vont aussi être modifiées par rapport à ça. Les droits d'auteur, entre guillemets, vont de plus en plus aller vers le prompteur, j'imagine. À voir. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Merci beaucoup. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, on va continuer.
Maintenant, on va passer à l'exercice donc, que je vous propose. Et si on changeait de camp? Donc, ça va être un exercice de débat inversé. Là, l'objectif, ça va être de demander à l'intelligence artificielle, donc vous pouvez le faire tout de suite, vous pourrez le faire plus tard, donc de défendre la position inverse d'un avis bien ancré que vous avez. Donc là, par exemple, on vous a formulé un avis bien ancré pour que ça aille plus vite. Donc on dit pain au chocolat, c'est un fait, je le dis. Et l'exercice, ça va être de demander à l'intelligence artificielle de défendre la position inverse, à savoir, prouve-moi qu'on dit, qu'on dit chocolatine, pardon. Et comme ça, vous allez voir que l'intelligence artificielle a des arguments à donner. Pourquoi je vous propose cet exercice? Parce qu'en fait, ça force votre cerveau à aller à l'inverse de ce qu'il pense déjà. On l'a vu tout à l'heure, notre cerveau il a tendance à préférer la simplicité, à chercher des informations qui vont confirmer ce qu'il sait déjà, à savoir le biais de confirmation. Et cet exercice, en fait, il permet de se confronter à une opinion inverse de celui qu'on a, sans émotion, sans vraie confrontation, et vraiment l'esprit libre. Et c'est un effort qu'on ne fait pas naturellement, en fait. Et là, en se forçant, ça permet de prendre du recul face à les biais qu'on peut avoir. En fait, là, l'objectif de cet exercice, c'est pas tant de voir est-ce qu'on dit vraiment pain au chocolat, est-ce qu'on dit vraiment chocolatine. L'objectif, c'est surtout de voir qu'est-ce que notre cerveau aurait pu accepter si c'était ouvert l'esprit, on va dire. Donc voilà. On vous offre aussi 12 réflexes pour penser critique. Donc le débat inversé, c'en était un, vous pouvez l'utiliser, mais on en a d'autres. Déjà, tout d'abord, demander à l'IA de me citer tes sources. Peux-tu me citer tes sources? Ça, c'est super important. Et ensuite, vous pouvez aussi lui demander avec un prompt de lui décrire en détail son processus de décision. Décris-moi en détail ton processus de décision pour générer cette réponse. Identifie chaque étape et la pondération de chaque critère. Et comme ça, vous allez voir en fait comment elle en est venue à telle conclusion. Vous avez aussi la comparaison. Ça, c'est voilà, vous allez poser la même question, voir qu'il y a peut-être différents résultats. Et vous pouvez aussi poser la même question à différentes IA pour comparer les résultats. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est de poser volontairement des questions biaisées. Et ça va vous permettre de voir si l'IA, elle va détecter le biais ou si elle va finalement persévérer dans l'erreur. Et enfin, challenger les propres réponses de l'IA. J'ai une collègue content designer chez Disney, elle me dit « Moi, j'aime bien faire un jeu de ping-pong avec l'IA pour affiner mon contenu. C'est super efficace. » Donc là, c'est vraiment une démonstration aussi de l'esprit critique. Ensuite, vous pouvez utiliser l'IA pour renforcer votre pensée critique. Donc, en fait, on ne veut pas que tout le monde bannisse l'intelligence artificielle de son quotidien parce qu'il en fait partie. Et il y a énormément de bons. Il faut garder l'intelligence artificielle. Mais par contre, on peut aussi l'utiliser pour renforcer notre pensée critique. Bon, je vous ai proposé l'exercice de débat inversé. Donc, vous pouvez reproduire sur d'autres sujets que le débat pain au chocolat, chocolatine. Ça peut être sur toutes sortes de questions. Vous pouvez aussi demander à l'intelligence artificielle de challenger vos propres idées. Donc, vous lui avez demandé de challenger ses idées. Vous pouvez aussi lui demander de challenger les idées que vous avez. Vous pouvez activer un mode critique interne. Donc, vous vous mettez dans la place d'un sceptique qui remet absolument tout en question. Même si pour vous, vous êtes plutôt d'accord, non, vous n'êtes pas d'accord. Vous remettez en question ce que l'intelligence artificielle vous propose ici. Et enfin, vous pouvez paramétrer votre intelligence artificielle pour qu'elle termine toutes ses réponses par 3 questions. Ce que ça peut vous apporter, c'est déjà ça vous permet d'aller plus loin dans votre réflexion, de creuser un peu la réponse que l'IA vous fait, et aussi, si vous voulez, vous pouvez rechallenger ces questions aussi à l'IA ou répondre aux 3 questions de l'intelligence artificielle, et là, ça vous permet d'affiner encore plus sa réponse. Et enfin, ce que je vous conseille, c'est d'activer votre créativité avec elle et pas contre elle. L'idée, c'est de prendre le meilleur des deux. Votre esprit critique, votre cerveau d'humain, et le coupler avec l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, vous pouvez paramétrer l'intelligence artificielle pour lui demander de vous faire un défi créatif tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut vous donner des idées pour vous développer votre créativité. Ensuite, là, il faut avoir un peu le temps
mais ça va vous donner une réponse vraiment complète. C'est le brainstorming dirigé. Donc vous allez poser la même question à plusieurs intelligences artificielles. Vous avez Gemini, Copilot, ChatGPT, etc. Et vous prenez toutes les réponses et vous en faites une réponse complète pour avoir la réponse la plus complète qui soit. Et enfin, de supprimer l'historique de votre intelligence artificielle. C'est ultra important. Ça permet de ne pas rester enfermé dans un même cercle de pensée et de renouveler vraiment la pensée que vous avez et toutes les données qu'a votre intelligence artificielle qui la rend du coup moins biaisée. En conclusion, pour l'instant, l'IA, elle ne pense toujours pas à notre place. On garde quand même notre cerveau. Elle propose. C'est à nous de voir ce qu'on lui accorde. C'est nous qui gardons le pouvoir. Par contre, l'esprit critique, ça reste notre super pouvoir. Il faut continuer de l'activer avec l'intelligence artificielle. Il ne faut pas complètement la bannir de notre quotidien. Voilà, quelques sources si vous voulez aller plus loin dans les lectures. Voilà, donc Kate Crawford contre Atlas de l'intelligence artificielle, les conférences de Gérald Bronner et un article intéressant de Nicolas Arpagian sur cette étude qui met en évidence que le recours systématique à l'IA, ça peut détériorer nos facultés cognitives. Merci. Quelqu'un a des questions? Il y a des questions ou pas? Il y a une question. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. J'ai une question très personnelle. Le problème, c'est l'IA ou c'est les gens? Parce que j'ai pas l'impression que... Enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est que le souci, c'est pas l'IA et comment elle fonctionne, c'est comment les gens perçoivent l'IA, comment les gens font l'analyse de l'analyse, ou plutôt ne font pas l'analyse de l'analyse. C'est ça, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas un problème en soi, puisque ça nous apporte des réponses. Faut pas la bannir, de toute façon, tout le monde l'utilise, et c'est un vrai plus dans nos quotidiens. Par contre, le vrai problème, c'est l'usage qu'on en a. Et c'est pas non plus les gens, finalement, c'est vraiment l'utilisation qu'on peut en avoir. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, parfaitement, merci. D'autres remarques? Moi, je voulais revenir sur le fait de faire du ping-pong avec l'IA. Je trouve qu'il est quand même plus important de bien prompter et de savoir prompter en amont, parce que faire le ping-pong avec l'IA, c'est pas très éthique par rapport à la consommation de l'IA. Et je pense qu'il faut mettre ça aussi un peu dans la tête des personnes, que l'IA, c'est bien, ça sort des visuels, mais quand on ressort 5 visuels d'affilée, c'est pas bon non plus pour la planète. Et je pense que les gens doivent aussi en prendre conscience. Et voilà, c'est tout. C'est un bon point. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé ici, mais effectivement, c'est très, très énergivore. Donc, merci pour la remarque. Après, je reviens sur ce que tu disais. Et c'est vrai qu'on voit des techniques de prompt partout. Je ne sais pas si sur votre LinkedIn, vous avez ça. Moi, j'ai que ça, des bonnes techniques de prompt. Et c'est vrai que des fois, sortir un peu de ce cadre et puis faire des prompts un peu plus flous, des fois, ça peut aussi permettre de nous donner des idées et de sortir un peu du cadre, justement. En fait, maintenant, finalement, comme tout le monde utilise un peu les mêmes techniques de prompt qu'on voit partout, utiliser des prompts un peu plus flous, c'est vrai que ça peut ouvrir aussi un peu, pas les chakras, mais... Oui, exactement. Voilà. Moi, j'ai une question. Vous avez donné pas mal de méthodes pour en gros enlever tous les biais, avoir la réponse la moins biaisée possible et peut-être la plus objective. Est-ce que vous savez, donc par exemple, utiliser différentes IA, lui demander de citer ses sources et tout, est-ce que vous savez s'il y a déjà des solutions qui existent, qui font déjà un peu le taf, puisqu'en fait, ça demande du temps finalement de faire tout ce travail? Est-ce qu'il y a des solutions rapides qui existent ou des gens qui ont déjà développé leur petite IA custom qui débiaisent un peu le plus possible? Je ne sais pas. Sûrement. Et si ce n'est pas encore le cas, je pense que ça viendra. Mais là, moi, je ne sais pas. Tu sais, Audrey? Je sais que, alors je pense que ça répond pas tout à fait à ta question, mais je sais qu'il y a un organisme dont j'ai oublié le nom qui a mis en place une méthodologie scientifique pour évaluer le degré de fiabilité des IA. C'est plus en termes de benchmark.
Et je crois que ChatGPT, par exemple, il a un taux de fiabilité de 89%. Donc c'est vrai que ça laisse quand même une marge d'erreur assez importante. Mais j'ai pas trouvé. Voilà, je ne sais pas si ça existe à l'heure actuelle, ce genre d'outil. Je crois qu'il y avait un agrégateur d'IA, en gros, où ça va poser ton prompt, ça va la poser à plusieurs IA. Mais je me rappelle plus trop ce que c'est. C'est peut-être un truc custom. Pas, donc, mais ouais, probablement que ça va arriver, ce genre de solution. Merci. Il y a une dernière question. Merci pour votre présentation sur l'IA, dont le thème portait sur l'esprit critique. Et moi, la question que je voulais poser aujourd'hui, est-ce que finalement, est-ce que l'IA est destinée à tout le monde? Est-ce que tout le monde a l'esprit critique face à l'utilisation de l'IA? Alors finalement c'est le propos de Gerald Bronner. C'est un sociologue qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur sur l'attitude qu'on devrait adopter, pas spécifiquement face aux IA, mais face aux réseaux sociaux à l'origine. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, l'esprit critique, ça devrait être enseigné à l'école carrément, parce qu'effectivement, il faut avoir une utilisation éclairée de l'IA. Et si on n'est pas conscient de tout ça, de comment fonctionne l'IA, finalement, c'est pas une intelligence artificielle, mais c'est un système d'apprentissage automatique qui s'appuie sur des probabilités. C'est vrai que voilà, on peut vite se laisser dépasser par l'utilisation de l'IA. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.